Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics. École, transport, force de l'ordre, le constat n'est pas alarmant, mais pas négligeable, à tel point que les rapporteurs du texte proposent de faciliter les licenciements d'agents jugés suspects. Sommes-nous face à un phénomène inquiétant ou face à des cas isolés et marginaux? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur les conclusions sévères du rapport de la Cour des comptes. Le gouvernement creuse les déficits et la note s'est alourdie avec les annonces post-gilets jaunes. L'exécutif peut-il encore rectifier le tir? Doit-il d'ailleurs le faire absolument? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette grève des pompiers. Elle est prévue jusqu'au 31 août. Pourquoi sont-ils en colère? Quel impact sur leur activité, sur la prise en charge? On posera toutes ces questions à notre invité ce soir. C'est Jérôme François, secrétaire général de l'UNSA Pompiers. D'abord le point avec Adrien Develay. Sursollicitation, manque de moyens, violence, les pompiers sont à bout. À l'initiative de 7 syndicats, les casernes sont en grève. Les soldats du feu demandent un recrutement massif de personnel, ainsi qu'une revalorisation de la prime de feu à 28% contre 19% actuellement. Ils souhaitent également une meilleure réorientation des interventions. Les syndicats dénoncent une sursollicitation. Il y a différents problèmes. Le premier problème vient effectivement de la demande. Là, il faut une sensibilisation aux concitoyens pour qu'on justifie l'appel du 18. Parce qu'aujourd'hui, la facilité, c'est de prendre son téléphone, de faire le 18, sans forcément en mesurer les conséquences derrière. Le deuxième volet de la sursollicitation, c'est les carences médicales, les carences ambulancières, notamment pour ce qui est du secours à victimes. Les pompiers attirent par ailleurs l'attention sur la recrudescence des violences à leur encontre. 85% des pompiers de France seront mobilisés pendant la grève, mais assureront un service minimum qui n'aura pas d'impact sur la prise en charge des personnes. Les grévistes se contenteront d'inscriptions sur les casernes, les véhicules et les t-shirts, ou de brassards lors des interventions. De son côté, le ministère de l'Intérieur lancera en septembre une campagne nationale de sensibilisation et de concertation. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Jérôme François. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir. Secrétaire général de l'UNSA Pompiers. Vous confirmez tout ce qu'on vient d'entendre dans ce sujet? Il y a un vrai ras-le-bol chez les pompiers, qui est général? Oui, il y a un vrai ras-le-bol qui est tout simplement dû, on est victime de notre succès. C'est-à-dire qu'on est un service public qui répond pour tout et en tout temps. Et c'est un service public qui est gratuit, puisqu'on intervient, la personne qui a sollicité les secours n'a rien à débourser. Alors on n'est pas gratuit, puisque les budgets des services départementaux d'incendie et de secours, c'est 5 milliards au global sur tout le territoire. Donc ce n'est pas gratuit, mais pour en tout cas celui qui compose le 18, oui, c'est gratuit. Et donc on est un petit peu victime de notre succès. Oui, quand vous dites victime de votre succès, ça veut dire aussi que les gens vous appellent un peu pour tout et n'importe quoi, qu'il y a peut-être un problème de pédagogie avec les gens, qui vous appellent comme si vous étiez à leur disposition? C'est bien que vous parliez de pédagogie, parce que c'est exactement ça. On reproche aux gens d'appeler les pompiers pour tout et n'importe quoi, mais les gens ne savent pas quelles sont les limites des missions des sapeurs-pompiers. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de pédagogie à faire envers la population. Et puis on a surtout un système qui est complètement à bout de souffle. Dans le reportage, on parlait de secours d'urgence aux personnes, ce qu'on appelle le SUAP. Là, on a un vrai problème. Je vais vous faire un hyper raccourci, mais plus de médecins. Qui dit plus de médecins, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le 15. Le 15 a un peu tendance à appuyer facilement sur le bouton 18. Donc les pompiers, pour nous engager, parce qu'effectivement, on répond et c'est gratuit pour l'administrer. Et donc, in fine, on se retrouve, nous, sapeurs-pompiers, à faire des missions qui ne relèvent pas de l'urgence et qui partent tous azimuts. Et des policiers aussi en sous-effectif. Donc vous êtes au bout de la chaîne, c'est vous qui supportez, qui absorbez les manques de moyens dans les autres services de secours? Absolument, on est un service public qui va répondre et on va quelque part colmater les carences des autres services publics. On parle régulièrement de violences commises envers les sapeurs-pompiers. Alors la règle, c'est d'attendre d'être protégé par des policiers. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Vous arrivez au pied de l'immeuble, vous entendez une femme qui hurle derrière la porte, vous êtes censé attendre la police, mais eux, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Comme ils sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas se déplacer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre à nos risques et périls. On parle beaucoup de ces violences contre les policiers qui augmentent. Vous confirmez qu'il y a une tendance à l'augmentation des violences qui visent précisément les pompiers? C'est un vrai phénomène? Moi, je les classerais en 3 catégories. Je dirais qu'il y a, il y a les gens qui sont... il y a les malades, ceux qui ont une pathologie psychiatrique, là, qui sont en rupture de traitement. On a ce malheureux sapeur-pompier de Paris qui avait été poignardé mortellement l'année dernière. Là, on
quelqu'un qui a une maladie psychiatrique et qui est en rupture de traitement, ça c'est une chose. On va avoir des gens qui vont vouloir nous apprendre notre métier ou qui se comportent un petit peu en consommateurs. Ça n'a pas été assez vite à leur goût, la prise en charge ne leur convient pas, l'alcool aidant parfois, eh bien, ils vont venir en main, il va y avoir un coup de tête qui va partir, des choses comme ça. Et puis la troisième catégorie, ce sont des voyous qui nous tentent des traquenards, notamment à certaines dates précises de l'année. On sait que les 13 et 14 juillet sont mouvementés, le 31 décembre c'est mouvementé, on le sait d'avance. Là on a des voyous qui tentent des traquenards pour caillasser les pompiers. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous demandez à ce gouvernement pour répondre à tout cela? Aujourd'hui, nous, vraiment, le problème qui nous préoccupe le plus, c'est les effectifs. Dans l'état actuel des choses, les effectifs sont fatigués, tout simplement parce que nos missions explosent. Nous, tous les mois, on s'amuse à faire un petit best-of des motifs de départ les plus ubuesques. On part pour dentiers bloqués, on part pour jeunes filles en pleurs, on part pour garçons ayant fait des cauchemars, on part pour quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs et qui fait une crise de nerfs avec ses parents. Voilà les motifs de départ qu'on a. Donc, c'est pas la totalité, mais c'est pas négligeable. On a énormément de départs qui ne relèvent pas de l'urgence. Donc les effectifs, pardon, vous voulez quoi? Combien de personnel en plus? Alors, c'est compliqué à chiffrer parce que les services d'incendie et de secours sont départementaux. C'est un financement des conseils départementaux et des communes. Donc, chaque SDIS, service départemental d'incendie et de secours, a sa propre réalité de terrain qui n'est pas forcément la même que dans le département d'à côté. Mais aujourd'hui, le problème, c'est toutes ces missions, j'allais dire parasites, qui ne relèvent pas de l'urgence, qui nous polluent. Et ce phénomène est accentué par le fait que les pompiers français sont très polyvalents. On va faire du feu, on va faire du secours à victimes, on va faire du nid de guêpe, on va faire de l'inondation. Alors que dans beaucoup de pays, le secours d'urgence aux victimes n'est pas pris en charge par les sapeurs-pompiers. Donc tout ça mis bout à bout, on a un amoncellement de missions non urgentes qui viennent nous polluer et qui nous mettent en difficulté. Et si je comprends bien, une complexité administrative qui fait que vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser, à qui vous les demandez ces moyens alors? Si certains dépendent du département, certains dépendent d'un ministère et l'autre. Les services départementaux d'incendie et de secours sont des établissements autonomes, avec un financement communal et un financement départemental. Donc le fléchage... Vous savez à qui les demander ces moyens? On sait à qui demander ces moyens. Après, comme tous, il y a des limites budgétaires qu'ils ne peuvent pas franchir ou qu'ils ont du mal à franchir, mais qui nous posent de réels problèmes. Soit il faut revoir les budgets nettement à la hausse, soit il faut recentrer les sapeurs-pompiers sur les missions qui sont les leurs. Le ministère de l'Intérieur assure qu'il n'y aura pas d'impact sur la prise en charge concernant cette grève que vous lancez jusqu'au 31 août. Vous le confirmez? Oui, bien sûr, et c'est heureusement, quelque part, dans chaque département, les préfets sont responsables de l'engagement des secours, de la bonne distribution des secours. Donc, dans chaque département, les services départementaux d'incendie et de secours vont pallier à la grève en réquisitionnant des agents pour qu'ils puissent assurer les secours normalement. Alors, vous dites heureusement, peut-être heureusement pour nous, concitoyens, qui allons continuer à être sauvés, mais est-ce que vous ne croyez pas que justement ce service minimum fait que vous n'allez pas vraiment être entendu puisque le travail sera fait de toute façon? Est-ce que vous le dites un peu entre vous? Évidemment, le fait que je suis un concitoyen avant tout, donc le fait que les secours soient distribués me rassure aussi et je trouve que c'est normal. Après, quelque part, se mettre en grève, ma présence sur ce plateau montre que ça a du sens et que le fait de médiatiser, ça sensibilise à la population à nos difficultés et donc c'est quand même important de le faire. Parce que cette grève, concrètement, elle consiste en quoi? C'est mettre un brassard? C'est ce qu'on a vu dans le sujet d'Adrien Develet? Alors, dans chaque département, chaque organisation syndicale donnera les modalités qu'elle le souhaite. Effectivement, puisqu'on ne peut pas faire grève, on ne peut pas ne pas partir en intervention, ça va se manifester effectivement par des écritures sur les véhicules, de la communication, un brassard, conférence de presse, des choses comme ça. Est-ce que votre mouvement vient aussi du fait que vous avez vu que les policiers et les gendarmes avaient obtenu des choses au moment du mouvement des Gilets jaunes et vous vous dites c'est peut-être le bon moment pour obtenir quelque chose? Alors oui, effectivement, il y a peut-être un effet d'opportunité, effectivement, mais cette prime de feu, il y a longtemps qu'on en parle. Alors elle porte très mal son nom, puisque c'est historique. C'est vrai que les pompiers, on voit le cœur de métier, le feu, en fait, c'est 6% de nos interventions. La majeure partie, c'est du secours à personne, avec des risques de violence notamment. Donc cette prime de feu, quelque part, c'est une prime de risque. Et c'est vrai que cette prime de risque était fixée à 19% pour les sapeurs-pompiers, elle est à 28% pour les policiers, et nous, elle n'a pas été révisée depuis les années 90. Donc effectivement, à chaque cérémonie que l'on fait, à chaque fois que l'on a une intervention marquante, les élus nous témoignent leur affection, leur confiance. On aime à rappeler qu'ils pourraient le valoriser un petit peu à travers une prime, en revalorisant notre prime de risque. Oui, la reconnaissance des élus et des citoyens ne vous suffit plus.
c'est important et le fait d'avoir un pourcentage record de taux de satisfaction, on ne va pas s'en cacher, c'est plutôt agréable. Mais si effectivement on pouvait réévaluer cette prime dite de feu de 19 à 28%, ce serait vraiment bien. Et cette campagne de sensibilisation qui va commencer en septembre, qui est lancée par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites c'est bien, mais enfin c'est symbolique? Oui, alors c'est mieux que rien. Si à partir du moment où on va lutter contre les violences, à partir du moment où on va sensibiliser les gens, c'est toujours bien. Mais nous, on pense qu'il faut vraiment remettre à plat, notamment tout ce système de secours d'urgence aux personnes qui est à bout de souffle. On le voit, il n'y a plus de toubib dans les villes. Moi, j'ai des enfants. Régulièrement, je me retrouve dans les urgences parce que j'ai pas le choix. J'ai pas de médecin. Et ce médecin, la personne à m'envoyer, le 15 me dit, allez aux urgences. Et je me retrouve à contribuer à bloquer les urgences. Parce que toutes les missions non urgentes que nous on fait, tous les gens qu'on va mettre dans nos ambulances, on va les déposer où? On va les déposer à l'hôpital. Donc on contribue à engorger. On engorge les sapeurs-pompiers et derrière on va engorger les urgences. Merci infiniment pour toutes ces explications, Jérôme François. C'était très clair. Merci d'avoir lancé ce message ici sur Public Sénat. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UNSA Pompiers. C'était très clair. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va s'arrêter sur le rapport de la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur la dette publique. Les mesures gilets jaunes ont, semble-t-il, plombé les objectifs budgétaires. Le gouvernement n'est pas dans les clous et la situation semble inquiétante. L'exécutif a-t-il mis en péril les finances du pays en lâchant trop d'argent cette année? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant après les explications de Jérôme Rabier. Comme souvent, Didier Migaud distribue bons et mauvais points dans le rapport annuel de la Cour des comptes. Les bons points sont pour l'année 2018, avec une réduction du déficit et une maîtrise de la dépense publique. Mais les sages de la rue Cambon s'inquiètent pour l'avenir, notamment à cause des annonces faites durant la crise des Gilets jaunes et à la fin du grand débat national. Des annonces chiffrées à 17 milliards d'euros qu'il faudra compenser. Il est vraisemblable qu'une loi de programmation nouvelle sera nécessaire et que le gouvernement précise, documente davantage sa capacité à observer, respecter les nouveaux objectifs qu'il s'est définis, qui sont d'ailleurs moins ambitieux. Si le gouvernement a été prompt à trouver des impôts à baisser ou des baisses de charges pour les entreprises, les économies sur la dépense publique sont plus incertaines. Mais pour les élus de La République En Marche, l'objectif sera atteint. Toutes les lois que nous votons vont aussi permettre cette réduction qualitative de la dépense publique, c'est-à-dire en utilisant aussi les nouvelles technologies. Donc il faut baisser les impôts parce qu'il y a un trop-plein fiscal dans ce pays et maîtriser la dépense publique. Moi, je pense qu'avec la croissance qui revient, nous réussirons. Autre motif d'inquiétude pour Didier Migaud, les taux d'intérêt historiquement bas et qui sont même devenus négatifs la semaine dernière permettent une marge de manœuvre. Mais la situation ne sera pas éternelle et provoque le débat chez les économistes comme chez les sénateurs. Sans doute qu'il y aura une montée des taux d'intérêt, mais on ne sait pas dans quel délai et à quel niveau. En tous les cas, ça aura un impact direct sur nos finances publiques. Mais vous avez aussi une théorie qui se développe par certains économistes, qui est de dire on a des taux d'intérêt bas, il faut aussi investir. Le gouvernement devrait dévoiler des premières pistes d'économie lors du débat d'orientation budgétaire qui s'ouvrira le 11 juillet au Parlement. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme, et François Calfon, bienvenue à vous également, conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Agnès Verdier-Molinier, la Cour des comptes tape du poing sur la table. Est-ce qu'elle a raison de le faire? Bien sûr, elle a raison, parce que là, on est à 3 points de déficit public. On est en train de frôler les 99, 100% de dette. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce qu'évidemment, le gouvernement nous donne une trajectoire des finances publiques qui va nous emmener, soi-disant, vers une baisse de la dette par rapport au PIB. Mais rien n'est moins sûr quand même, parce qu'il y a quand même des écarts par rapport... D'abord, on est sur des prévisions qui n'incluent pas toutes les promesses qui ont été faites, notamment dans le cadre du grand débat. Donc attention, il y a des écarts prévus de 0,4, 0,7, etc., etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais potentiellement, on va vers les 100% de dette. Et malheureusement, les économies qui sont faites, la Cour des comptes le souligne très bien, ce sont surtout des économies sur la charge de la dette. C'est-à-dire que c'est grâce aux taux faibles, grâce à la baisse des taux. C'est même pas lié à des efforts. Qu'on fait des économies. Il n'y a pas de vrais efforts. Et en plus, alors, à Bercy, ils adorent jouer avec ça et essayer d'avoir des primes d'émission. Ça veut
dire qu'en fait, ils ont des taux qui sont antérieurs, qui sont plus chers, donc on leur donne de l'argent pour pouvoir, etc., etc. Donc on est rentré dans une sorte de tripatouillage de tout ça, qui est quand même assez inquiétant. La Cour des comptes le souligne. Ça veut dire que, oui, c'est vrai, les taux ne vont pas remonter tout de suite. Néanmoins, tous les autres pays à côté, et ça, la Cour des comptes le dit, ils sont rentrés dans du désendettement. L'Allemagne, elle est autour de 60%. Ils ont pratiquement atteint l'équilibre, dit ce rapport. Pas l'Italie. Alors, beaucoup des pays du Nord, on ne va pas on va rentrer dans tous les détails, mais beaucoup des pays du Nord de l'Europe sont quasiment à l'équilibre des finances publiques et même parfois même en excédent sur certains comptes. Nous, en réalité, c'est l'État qui porte l'essentiel de la dette. Et d'ailleurs, on voit que le déficit dans les prochaines années, c'est le déficit de l'État qui va être gigantesque. Alors, on voit que le gouvernement compte aussi sur le fait que, on en parlera tout à l'heure, les collectivités locales ou les comptes de la Sécu s'améliorent. Mais en réalité, déjà cette année, on sait que les comptes de la Sécu vont retourner dans le rouge. Donc, on est quand même dans une situation où on n'est pas du tout préparé pour le mauvais temps, quel que soit ce mauvais temps. Est-ce que voilà. Attention, danger. Oui, il y a deux choses. Quand il y a potentiellement une bonne nouvelle ou quelque chose qui n'est pas catastrophique, il y a Agnès euphémise. Elle dit on n'est pas préparé pour le mauvais temps. On n'est pas non plus dans une situation catastrophique. C'est-à-dire que la détente sur les taux d'intérêt a quand même un impact réel, puisque malgré tout ça, d'une certaine manière, on est quand même dans le clou des 3%. Et on ne voit pas très bien quel est l'effort. Donc vous dites la Cour des comptes exagère un peu ? Non. Je dis d'une part ça c'est la réalité. Et d'autre part, il n'y a aucune espèce de politique structurelle de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix. On peut faire même des choix qui nous divisent. Et je vais en mentionner quelques-uns. Mais en réalité, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'ils subissent finalement ce dont je me réjouis. Finalement, une politique de pouvoir d'achat qui a un certain coût, plus de 20 milliards cumulés, et en même temps, si j'ose dire, il n'y a pas de « et en même temps ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réduction de la fonction publique. Ils avaient dit 150 000, c'est zéro. Et surtout, il n'y a pas les remises en cause d'un certain nombre de cadeaux. Alors moi, je donne une option qui peut être faite. On peut quand même revenir sur le CICE et le pacte de compétitivité. On peut avoir un choix plus radical que simplement, au fil de l'eau, digitaliser la collecte de l'impôt et lutter contre la fraude fiscale. C'est quand même entre 70 milliards et 100 milliards d'euros. On sait qu'il y a quand même 38 milliards et demi d'euros, c'est une étude récemment qui le disait, il n'y a même pas 5 jours, d'évasion fiscale vers les paradis fiscaux issus de la France. Je ne dis pas des boîtes françaises. Bon, bref, il y a de quoi faire sur la planche. Alors, Agnès n'aurait pas ce type de solution à proposer. Elle proposerait de nous mettre au pain sec et à l'eau et de supprimer 500 000 fonctionnaires. Mais la vérité, quand même, c'est que ce gouvernement, c'est le programme Fillon. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé, Agnès, que 150 000 annoncés, d'ailleurs pas du tout fait, 120 000, c'était petits bras. 120 000 postes de fonctionnaires. Mais toujours est-il, je viens à mon point, c'est-à-dire qu'il n'y a ni dans un sens, moi je propose qu'il y ait un certain nombre de cadeaux qui ne créent pas d'emplois, etc., qui soient remis en cause, et c'est des dizaines de milliards d'euros, ni dans un autre qui est la diète libérale, mais de toute façon, il n'y a aucun choix aujourd'hui. Et ça, c'est quand même la réalité. Je m'interroge quand je vois tous ces papiers autour de ce rapport sur la Cour des comptes, où on dit en gros c'est un peu la faute aux cadeaux faits aux Gilets jaunes. Je trouve que c'est peut-être un peu difficile à entendre quand on est bénéficiaire de ce qui a été proposé par le gouvernement, et d'entendre dire ah bah oui, mais du coup ça met les finances du pays dans le rouge. Est-ce que ça peut être provisoire ? Est-ce que c'est à la limite tant pis ? Pour moi, c'est pas du tout la faute aux cadeaux faits aux Gilets jaunes. C'est ce que dit la Cour des comptes. Mais c'est une lecture extrêmement primaire du dossier. C'est-à-dire qu'en réalité, ce gouvernement, comme les autres gouvernements, n'a su actionner que le levier fiscal. Comme il l'a actionné de manière, disons, non réfléchie, non évaluée, il est allé trop loin parce qu'il a tout compensé. Toutes les baisses d'impôts qui ont été faites sur les ménages, et en réalité, elles étaient compensées par des hausses. Et même les hausses, parfois, arrivaient avant les baisses. Du carburant, vous aviez déjà la hausse avant même d'avoir la baisse qu'on avait compensée. Donc là, le problème, c'est la fiscalité française. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le montre très bien dans ses tableaux. Elle va très très peu baisser, cette fiscalité. On va toujours être à 44% de prélèvements obligatoires. Et encore, à mon avis, c'est une trajectoire du gouvernement qui est optimiste par rapport au poids de l'impôt en France. Donc on est à 45, on va passer à 44. Les autres sont à combien dans la zone euro ? Ils sont à 40. Il y aura encore toujours 4 points d'écart. Et pendant que nous, on est en train de se dire « Ouh là là, on a quand même une fiscalité qui est beaucoup trop importante et puis les gens ne le supportent plus et les entreprises non plus », contrairement à ce qu'a dit François, il y a eu 0 cadeau aux entreprises. Il y a eu des augmentations d'impôts hyper élevées pour les entreprises. Fin de quinquennat Sarkozy, début de quinquennat Hollande. Et ensuite, on s'est dit « Ouh là là, vite, il faut baisser. » Oui, d'accord. Dans un quinquennat, on l'a compensé par le CICE et le pacte. Donc, en réalité, on a augmenté en point de PIB depuis 2011 la part payée par les entreprises de fiscalité. Mais on pourra y revenir. Le
le sujet maintenant, c'est qu'on ne fait pas d'économie sur la dépense. Alors, François dit, en caricaturant un peu, ce serait le pain sec et à l'eau, mais pas du tout. Ce serait juste ce qu'ont fait les autres pays. C'est-à-dire que dans les autres pays, ils sont déjà à 65 ans pour partir à la retraite. Quand vous dites les autres pays, ce sont les pays du Nord en particulier, mais quasiment tous. C'est-à-dire que quand vous faites le tour des pays qui entourent la France, on est déjà à 65 ans de départ à la retraite effectif aujourd'hui. Vous le savez bien, en 2019, on a réformé le statut de la fonction publique dans tous les pays d'Europe. On a moins d'agents quasiment dans tous les pays d'Europe pour 1000 habitants. On a moins de masse salariale. Donc arrêtons de dire... On a peur, quand Agnès parle, on a l'impression qu'on va tous être au RSA. Mais on va vous entendre du tout. Non, je brûle de passer un peu au second débat. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je vais montrer du structurel qui est autre chose que la retraite à 70 ans prônée par Agnès Verdier-Molinier. Non, j'ai dit 65. Oui, c'est parce que je suis un peu dur de fait. Mais attention, soulignons que les autres pays ont mis en place du frein à l'endettement. Ils se sont prémunis justement pour les crises à venir. Et ils ont interdit le déficit structurel, alors que nous, on a du déficit structurel pour financer le fonctionnement. Alors, par ailleurs, cette histoire de dette, déjà sur est-ce que c'est la faute des Gilets jaunes, il y a quand même un effet, je reste keynésien, sur la croissance, finalement, l'augmentation fiscale des bas salaires qui vont directement à la consommation. Ça a été démontré. Donc, c'est pas que du mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des multiplicateurs keynésiens qui fonctionnent quand ça va à la consommation. Pour autant, ça n'évacue pas le sujet de la réforme structurelle de l'État. Et du coup, je passe à notre deuxième sujet, qui est la gestion des collectivités locales. Non, on va y venir, si vous permettez, avec des éléments. Je passe à un élément structurel qui n'est pas dans ce que dit ce gouvernement. C'est-à-dire, on a entendu Emmanuel Macron, on allait voir ce qu'on allait voir, mais l'empilement des collectivités locales, notamment les intercommunalités, le bloc communal, les départements, les régions, tout le monde dit qu'il y a un échelon de trop. Ça, c'est du structurel. Et les administrations miroirs... Si on peut finir sur la dette et le déficit. Non, mais je ne suis pas sur un autre sujet. Je dis que si on veut faire autre chose que des réserves de précaution... C'est dans le local qu'il faut aller chercher. C'est dans la réforme de l'État. Donc je donne des éléments, puisque nous sommes ici au Sénat, sur l'empilement territorial. C'est en faisant des vrais choix. Après, est-ce que je partagerai le fait que c'est plutôt le département ou la région? Oui, c'est pas de la petite réforme. Mais d'accord, mais c'est pour ça que je prends cet exemple à dessein. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on fait une réserve de précaution de 5% et si on gèle le point d'indice, c'est encore 4 ans. C'est pas ça le sujet. C'est autrement qu'il faut l'aborder. Une mini-chose à ajouter par rapport à ce qu'a prévu le gouvernement. Dans tous les autres pays, ils ont interdit, dans la plupart du temps, le déficit structurel. Ou alors, ils essaient d'en faire le moins possible. C'est-à-dire que s'il y a de la croissance, il n'y a pas de déficit. Le déficit, c'est vraiment conjoncturel, c'est en cas de crise. Nous, en réalité, en 2022, on a prévu d'avoir un déficit structurel supérieur au déficit total des comptes publics. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le déficit structurel ne baisse pas, n'est pas assez, finalement, le moteur de la réforme. La situation normale. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on dépense en fonctionnement, en permanence, et on s'endette pour le fonctionnement. Ça veut dire qu'on endette les générations d'après pour des choses qui ne sont pas des investissements dans le dur, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique parce que si on se dit que le déficit, il est tout à fait autorisé, si on est en récession, c'est bien normal. Si on est en croissance, c'est pas normal. Alors on dit la bonne dette, la mauvaise dette, parce qu'un de vos sénateurs l'a interviewé, en parlait. Est-ce qu'il faut emprunter sur les marchés? Oui, mais pas pour faire la trésorerie. Il faut emprunter sur les marchés. Ça, je pense qu'en ce moment, il faut le faire sur l'investissement dans les filières d'avenir, dans des investissements structurants, d'infrastructures qui, pour le coup, ont des effets multiplicateurs sur la croissance qui sont intéressants. Ça, c'est de la bonne dette parce que, y compris avec des taux d'intérêt si bas, une telle dette sera largement remboursée. Alors, François Calfon, vous vouliez qu'on passe au deuxième chapitre par l'argent facile et à un moment, il peut y avoir un effet boomerang. Allez, autre point intéressant de ce rapport, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, François Calfon, c'est celui qui concerne les finances des collectivités locales, effectivement. Et on est assez surpris de voir qu'elles sont dans le vert. Elles ont redressé leur situation. Elles ont même dégagé un excédent de 2,3 milliards d'euros. Deux raisons à cette bonne santé financière. Effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier sur la masse salariale, avec une augmentation limitée à 0,4%, et un desserrement de la contrainte financière après 3 années de baisse des dotations sous l'ère Hollande. Du coup, la Cour des comptes leur donne un bon point. On les écoute. La contrainte s'est desserrée sur l'année 2018 au niveau des dotations financières de l'État. Au niveau aussi de la fiscalité, il y a plus de produits. Et puis, dans le même temps,
il y a une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que les collectivités savent ajuster leurs dépenses à leurs recettes. Et ça, c'est très important. Et on a une règle d'or, c'est que les collectivités doivent avoir des dépenses et des recettes de fonctionnement qui sont en équilibre et qui permettent d'investir. Et ils étaient au micro de Marie Brémaud. François Calfon, vous êtes surpris par cette bonne santé financière des collectivités locales ? Je suis un peu surpris. En même temps, là, il faut bien reconnaître que finalement, la recentralisation, qui est le contrôle a priori du budget, avec 1,2 de dérapage autorisé maximum, a quand même discipliné. Enfin, moi, je l'ai vu dans la collectivité où je suis élu. Ça a quand même discipliné les élus locaux de façon forte. Ensuite, il y a quand même un changement de culture. La culture du rond-point, même si... peut-être que la capitale n'est pas le meilleur témoignage des travaux publics, est quand même en train de... Il y a des nouveaux maires, des nouveaux élus qui considèrent qu'ils ne jouent pas forcément leur mandat à couler des trottoirs, à faire des espaces verts ou des ronds-points. Et ça, je crois que c'est quand même heureux. Et plus structurellement, puisqu'on parle des déficits publics, on parle des agents publics, il est clair, et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord, on a déjà eu le débat avec Agnès, que les réserves, si j'ose dire, de gains de productivité, c'est pour ça que j'ai parlé de l'empilement territorial, mais pas seulement, elles sont du côté des collectivités locales. Mais ça veut dire aussi que l'emploi public local, qui est beaucoup de l'emploi catégorisé sans concours, etc., ça ne peut pas être... finalement, pourquoi il y en a autant ? C'est parce qu'il y a un dévoiement du rôle de l'emploi au profit d'amortisseurs sociaux. Donc on ne peut pas avoir fromage et dessert, c'est-à-dire couper les crédits finalement de l'aide sociale et des associations telles que les emplois jeunes, les emplois aidés d'un côté, et diminuer cet emploi-là de l'autre, c'est un amortisseur social. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, me semble-t-il, parce que finalement... Une bonne nouvelle, mais une surprise, pour vous aussi, vous l'avez dit, c'est aussi moi, une surprise pour vous. Honnêtement, un peu surpris, parce que quand on lit le rapport de la Cour des comptes, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu la synthèse, c'est pas seulement dû finalement au contrôle des budgets par les préfets. Non, les dotations n'ont les dotations sont meilleures cette année. Il y a eu aussi... Bon, alors là, moi je crois qu'on est un peu sur un effet retard de ce qui s'est passé pendant le précédent quinquennat. Donc on est sur l'effet de la baisse des dotations François Hollande qui a fait que derrière, ils ont effectivement dépensé moins sur le fonctionnement, mais ils ont énormément relâché la bride avec ce gouvernement-là. Il faut vraiment le comprendre. C'est dit d'ailleurs par Didier Migaud quand il parle dans l'interview, il faudra le repasser, parce qu'il dit il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'augmentation des produits de la fiscalité, qui sont liés notamment à la révision des bases d'imposition et à une augmentation beaucoup plus importante que dans les années précédentes. C'est 1,2% d'augmentation. Ça veut dire que mécaniquement, les collectivités ont eu un produit de 7,3 milliards supplémentaires. Donc on parle d'un excédent donc de 2,3 milliards. Et à côté, ils ont eu 7,3 milliards, vous voyez, de recettes supplémentaires. Sur 145 milliards d'impôts. Voilà. Donc, il faut bien se dire que là, il y a de la masse taxable qui a augmenté toute seule sans que les collectivités aient besoin d'augmenter les taux. Ça, il faut bien le souligner. Et par ailleurs, il y a des transferts de l'État, puisque François Hollande avait quand même beaucoup serré la vis avec la dotation globale de fonctionnement, une dizaine de milliards. Et là, il y a une augmentation de 1,8 milliard. Donc, on voit quand même qu'on lâche la bride. Donc, l'excédent, il vient aussi du fait que les Français et les entreprises françaises payent plus d'impôts et que l'État a transféré plus d'argent aux collectivités. Vous voulez dire que ça ne va pas durer ? Je veux dire que ce n'est pas des efforts forcément très importants les dépenses qui de ont fonctionnement été faits par les collectivités locales. Après, il y a eu une stabilisation des dépenses de fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'aussi on est dans un cycle électoral, que les municipales notamment approchent et que traditionnellement et historiquement, si vous regardez tous les cycles électoraux, vous voyez bien qu'en fin de cycle, on n'est plus tellement sur des embauches, etc., mais on est plutôt justement sur des investissements pour dire, regardez, j'embellis ma ville, etc., etc. Bon, donc il va falloir être très vigilant. Parce que le 1,2 de contractualisation qu'évoquait François tout à l'heure, pour moi, il n'a pas encore porté ses fruits. Il portera ses fruits dans les années qui viennent. Et à ce moment-là, on verra si c'est si efficace que ça. Parce que je tiens à dire que 1,2, c'est supérieur à ce qu'on a constaté là dans le rapport de la Cour. Ça veut dire que si tout le monde fait 1,2 d'augmentation des dépenses de fonctionnement, et d'ailleurs, c'est que les budgets principaux, les budgets annexes et tout ça sont pas vraiment à l'intérieur, eh bien là, on n'est pas sûr qu'on ne va pas repartir sur une hausse de la dépense des collectivités locales. Donc il faudra
Cette machine, faudra avec Agnès, monitorer. même quand c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise donne nouvelle. une Je ne mauvaise dis pas nouvelle. que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis attention, parce qu'il Voilà. y a des éléments constitutifs qui ne sont pas que des efforts, et qu'en plus, on est en train de relâcher la bride, et qu'en plus, on le fait de manière uniforme pour tous, alors que certains ont fait énormément d'efforts dans les dernières années pour mieux gérer leur commune, leur intercommunalité, leur région ou leur département, très peu de temps. et que d'autres n'ont fait aucun effort, et qu'ils vont être quasiment monitorés de la Très- même manière par les préfets. Le très peu de temps, il est clair que, par exemple, les régions augmentent leurs dépenses. On voit bien que bloc communal, bloc intercommunal, département, on en a parlé la semaine dernière à la région, mais il va quand même falloir faire un choix de quelles sont les collectivités pilotes. Bon, il n'y a plus la compétence générale de compétence, la clause de compétence pour les régions, par exemple, mais on ne va pas pouvoir continuer à tout faire tout le temps et avec tous. Et M. Macron, qui nous a habitués à une certaine dureté dans la gestion des relations sociales, je le trouve finalement plutôt dans un courage fuyant sur la gestion du millefeuille territorial et donc des dépenses qui reviendront C'est vrai qu'il ne si fait les pas le choix ne sont ménage, pas c'est faits. vrai qu'il ne dit pas quels étages on va supprimer. Il dit rien, C'est vrai on n'entend plus. C'est vrai qu'on entend que finalement on va aller vers le revenu universel d'activité, mais on ne sait pas si c'est le département qui va le gérer ou les CAF. Vous voyez Et que le je tourne les département, bras, pour vous le savez que coup, c'est la fin. Et le département, pour le coup, il n'en peut plus. Hein. Ça, Mais, c'est- s'arrêter là, là. il y a quand même un sujet, c'est qu'à un moment, il faut aussi que soient valorisés les bons gestionnaires et pénaliser les mauvais. Et on y qu'aujourd'hui, viendra dans un autre avec débat. notre système, on valorise Agnès les mauvais Verdier-Monnier. gestionnaires et on pénalise les bons. Et à un moment, il va falloir On a faire encore pris un autrement. bonnet d'âne avant la fin de la Merci émission, à c'est tous les classique. deux d'avoir participé à ce match. J'en suis désolée, il est terminé. On va plus loin, continuer avec notre grand débat. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. On va s'arrêter sur ce rapport parlementaire qui pointe la question de la radicalisation dans les services publics. Précisons-le tout de suite, il n'est pas du tout alarmant. Le phénomène reste marginal si l'on parle de radicalisation islamiste dangereuse. Problème, cela concerne des services sensibles comme les forces de sécurité ou les transports. Alors quels sont les risques? Faut-il vraiment s'inquiéter? On va ouvrir un autre débat avec nos invités dans un instant après les explications de Quentin Calmet. Depuis 2015, certains secteurs de l'administration ont pris des mesures fortes. Le rapport présenté aujourd'hui note que certains services publics sont préservés en grande partie de toute radicalisation significative dans les missions régaliennes de l'État, comme l'armée, la police et la gendarmerie ou encore l'éducation nationale. Mais l'armée, si vous voulez, la philosophie en termes de renseignement, en termes de remontée d'informations, l'armée a vite adapté sa riposte. Vous aviez aussi la police et la gendarmerie qui a avancé à travers les différentes lois, dont la dernière, la loi SILT. D'autres services publics présentent des zones d'ombre selon le rapport. Le sport est ainsi pointé du doigt. Nous avons par contre dans certaines disciplines qui sont des sports de combat, une infiltration de personnes radicalisées. Mais aussi la santé, l'université, les transports et la détention carcérale. Dans les prisons, en plus des personnes condamnées pour radicalisation, 1100 détenus pour des faits de droit commun ont également aussi été signalés. Un rapport réalisé après 53 auditions avec des responsables des services publics, avec comme définition de la radicalisation la pensée que l'action violente est légitime contre l'État. Enfin, ces travaux ne mesurent pas le fondamentalisme, la pratique rigoriste de la religion ou encore le communautarisme. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin Jacqueline Eustache-Brignot. Bonsoir, vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise et membre de la commission des lois. Majid Messaouden, bonsoir et bienvenue. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Saint-Denis. Nous attendons dans un instant Guylain Chevrier, que je vous présenterai le moment venu. Et David Guiraud, bonsoir et bienvenue. Vous êtes porte-parole jeunesse à la France Insoumise. Merci à tous les trois, puis à tous les quatre d'être ici. Jacqueline Eustache-Brignot, le rapport est très clair. La radicalisation dangereuse d'agents publics est rare, mais il touche à des services sensibles comme les forces de sécurité, je le disais, et les transports. Est-ce que ça suffit à vous inquiéter? Je pense que le phénomène de radicalisation dont on a parlé depuis ce matin, il ne se résume pas à ce qui a été posé ce matin. Je pense qu'on ne peut pas parler de radicalisation sans aller au-delà. Je pense que c'était important. Moi, je n'ai pas encore eu connaissance dans le détail de ce rapport parlementaire puisqu'il a été présenté ce matin, donc je pense que je l'aurai demain. Même si, effectivement, il ne concerne pas une part importante des salariés des services publics. Pour vous, c'est déjà inquiétant. C'est déjà inquiétant. Et on ne peut pas que poser. On ne peut pas que poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on le règle? Voilà. Après, tout ça s'inscrit dans un phénomène de radicalisation qui existe dans notre pays et qui n'existe pas depuis hier, qui existe depuis longtemps, que tout le monde a voulu mettre sous la table
et qui aujourd'hui nous pose un réel problème en termes d'unité et de cohésion de notre pays. Majid Messaouden, pour vous, on fait beaucoup de bruit pour rien. Et je précise pour nos téléspectateurs que pendant que vous parlerez, on offre entrer Guylain Chevrier, que je vous présenterai dans un instant. Alors, beaucoup de bruit pour rien, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, effectivement, moi, si je regarde les journaux depuis ce matin, on a à peu près toutes les échelles d'appréciation de ce rapport. On a le Figaro qui, évidemment, trouve ça alarmant, et puis on a Nice Matin, qui dit la radicalisation est loin d'être un problème majeur au sein des services publics. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, au vu des chiffres, parce que les chiffres, il faut quand même les donner, 0,05% de cas dans l'armée de terre, 0,03% dans la marine, une trentaine de cas, police et gendarmerie compris, sur à peu près 300 000 personnes. Donc ce sont des cas pour vous, c'est complètement marginaux. Marginal et C'est marginal, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais entre quelque chose de marginal et un fait alarmant, je pense qu'il faut arrêter, à mon avis, de mettre... Enfin, déjà le fait d'avoir fait un rapport pour nous dire que finalement l'État a bien fait son boulot, parce que c'est ce que le rapport dit, les deux parlementaires qu'on ne peut pas soupçonner d'être... Angélique, il y en a un qui est En Marche et l'autre qui est chez les Républicains, la même famille politique que madame. Les deux disent qu'effectivement, il y a des cas qu'il faut traiter et ils sont suivis. Ils sont suivis. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand la RATP parle de l'enquête qui a été, des enquêtes qu'elle a commanditées, elle parle de manque de moyens. Donc en fait, c'est ce qui revient à chaque fois. Il y a un manque de moyens à tous les niveaux pour que l'État puisse faire son travail, notamment en termes de renseignement. Alors, il y a les chiffres que vous donnez dans ce rapport, mais il préconise aussi de faciliter les licenciements de ces salariés qui sont suspectés de radicalisation. Guylain Chevrier, votre regard sur ce rapport, est-ce que vous le trouvez inquiétant? Vous trouvez que les médias en font trop, comme le dit Majid Messaouden, ou quel est votre regard là-dessus? Écoutez, d'abord, ce rapport n'arrive pas effectivement sans précédent. Nous sommes dans la continuité de la mise au jour d'un certain nombre de phénomènes qui sont montants et qui correspondent à une réalité dont un certain nombre d'autres rapports, dont ceux du Sénat, ont pu rendre compte. À savoir... il y a la question du fait religieux en général, nous sommes précisément une société laïque où chacun est libre d'exercer son culte, sauf que effectivement, lorsqu'on porte sa foi au-dessus du droit et de la règle commune, cela se transforme en communautarisme, c'est-à-dire que c'est le refus du mélange au-delà de la communauté de croyance. Ça fait déjà un moment, ça conduit à la radicalisation, puisque le Sénat précise justement que le terreau de la radicalisation, c'est bien le communautarisme, c'est-à-dire l'enfermement communautaire qui fait qu'à un moment donné, on s'enferme, on se coupe avec des signes de manifestation d'affirmation identitaire au-dessus des règles communes. Alors, je peux prendre quelques exemples. On va juste finir ce tour de table parce que David Guiraud n'a pas encore pris la parole. Juste effectivement parce que les mots sont importants et que le sujet est sensible, voire explosif. Le député Éric Diard, à l'origine de ce rapport, tient à préciser la radicalisation ne doit pas être confondue avec une pratique rigoriste de la religion ou avec le fondamentalisme. Dans ce rapport, ça parle de radicalisation et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il a raison de faire la distinction où tout cela est lié. Non, mais vous savez, moi, je pense que quand les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, travaillent sur un projet de loi, en général, c'est des travaux qui sont sérieux, avec des gens, notamment des membres de l'administration qui les épaulent, qui font les choses sérieusement. Mais moi, par contre, je suis en colère, parce que la vérité, c'est qu'avant même que le rapport sorte, on a eu des unes de la part du Point, de Valeurs Actuelles, du Figaro, qui nous inscrivent dans un climat anxiogène. On croirait que c'est la guerre. Mais dire qu'il y a une instrumentalisation... On parle à la base dans le rapport de radicalisation. La une de Valeurs Actuelles s'appelle communautarisme, l'état d'alerte. La une du Point du 20 au 26, c'est les services publics face aux islamistes. Le Figaro, c'est l'islamisme dans les services publics. Le rapport choc. Il n'y a pas de choc dans ce rapport, ça n'est pas vrai. Les chiffres ont été dit, 0,005%. C'est vrai qu'on peut être surpris par le contraste entre les chiffres. Je finis juste sur ça, parce que je pense qu'il s'agit, très honnêtement, de la part de certains journaux, et là je pense que dans la presse les réactions n'ont pas toutes été les mêmes et je le salue, mais de la part de certains journaux il s'agit d'une attaque envers les musulmans et tout cela a des conséquences sur ces gens-là. Je veux dire, quand on est musulman, c'est pas marrant d'avoir accès à un logement, d'accord? Quand on est voilé, quand on est une femme voilée, pour avoir accès à un logement, on est discriminé. Ces médias leur font pas dans l'accès à l'emploi, on est discriminé. Et dans même la citoyenneté, quand on est assimilé à un musulman, c'est-à-dire, je vais le dire très honnêtement, quand on est noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Ça n'est pas normal. Vous voyez bien que le climat qui est entretenu par ces journaux-là est un climat anxiogène. Et ensuite, sur les chiffres, on va en parler. Mais les chiffres sont tout à fait clairs sur le fait que, contrairement à ce que dit le Figaro, quand il dit que l'islam radical, l'islam militant et conquérant progresse sur notre sol, ça n'est pas vrai. Ce qui progresse dans les services publics, c'est la destruction des services publics. D'abord, moi, je voudrais dire que
on ne peut pas être dans le déni dans ce pays. Il faut arrêter d'être dans le déni parce que ça fait 15 ans qu'on est dans le déni et on a des problèmes très compliqués, très graves à gérer sur la radicalisation existe dans ce pays, dans certaines cités, dans certains... Donc il y a des journaux qui pointent des choses, ils ont le droit de le faire. Moi aujourd'hui j'ai eu un article suite à la conférence de presse ce matin et différents qui disait ce rapport qui parle de la radicalisation principalement islamique. Bah non, c'est la seule, donc il faut arrêter. Moi, je ne connais pas de radicalisation bouddhiste, hindouiste, etc. Donc là aussi, non mais, quand on dit, on parle de radicalisation principalement, non mais attends, je finis là, principalement islamiste, ça me paraît idiot, cette petite parenthèse. Enfin, excusez-moi. Ils prennent des gants, c'est ça que vous voulez dire. Non mais à l'inverse, moi, je pense que quand il y a des articles de presse, d'abord, les journaux sont libres de traiter des sujets qu'ils veulent, et c'est pas parce qu'ils vont traiter ces sujets-là que ça va rajouter aux choses. Les choses, elles existent. On est dans un pays qui est dans le déni depuis des années. Responsabilité de droite et de gauche. La gauche est dans le déni encore aujourd'hui. La droite s'est fait bien culpabiliser sur un certain nombre de sujets parce qu'elle n'a pas voulu dénoncer, poser, etc. Mais donc, du coup, on n'avance pas. Alors, je voudrais juste finir. C'est une minorité, la radicalisation. Oui, c'est une minorité, que ce soit dans les services publics ou ailleurs, mais une minorité agissante. On voit bien ce qui se passe avec le Burkini, on voit bien ce qui se passe... Alors, on va y venir. Justement, attendez, je vais vous donner la parole. Si vous permettez... Si vous permettez, moi je finis. Donc, je voudrais dire que cette minorité agissante, elle s'installe dans l'espace public de manière violente, et c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui. Alors, on va juste être très concret. L'une des surprises de ce rapport, c'est ce qui se passe dans le monde du sport. Et je vais vous laisser répondre, Majid Messaouden. Le Parisien a recueilli des témoignages de dirigeants sportifs qui ont préféré rester anonymes avec des cas assez concrets. Et je vous en donne juste quelques-uns. Sur demande de pratiquants, le port d'un legging sous un short avait été autorisé par une fédération de sport de combat en 2017 avant que cela ne redevienne interdit en ce début d'année. Deuxième témoignage, j'ai déjà vu des combattants ou combattantes prier un peu ostensiblement avant des combats et je sais que cela continue d'exister lors des galas. Le Parisien nous parle de cours de sport qui refusent la mixité, qui créent des créneaux pour les femmes voilées. Est-ce que oui ou non il y a une dérive, même si pour l'instant les chiffres sont assez bas, est-ce qu'il y a une tendance qui nous rapproche de cela ou pas? Ou vous nous dites non, pas du tout? Moi quand je vois, je rebondis sur les propos de la sénatrice, parce qu'on parle de radicalisation, elle nous parle Burkini. Donc on voit bien qu'il y a un biais. Tout ça est lié. On voit bien qu'il y a un biais. Mais c'est pas lié du tout. C'est pas lié. C'est une tenue de bain. Voilà, c'est une tenue de bain. Si vous voulez bien, on parlera du Burkini. Sauf qu'on voit bien. Banalisation du Burkini. C'est vous qui voulez pas qu'on vous coupe? Alors attendez, on parlera du Burkini tout à l'heure. Sur ce qui se passe dans le sport. C'est hallucinant. Majid Messaouden, c'est à vous. Allez-y. C'est des propos comme ça. Allez-y, Majid Messaouden, je vous en prie. Vous voulez mon temps de parole peut-être aussi, non? Non. Voilà, taisez-vous, laissez-moi parler. Allez-y. J'ai aucun souci. Alors, donc du coup, des phénomènes comme ça dans le sport, vous allez en avoir. Vous allez en avoir, forcément, comme dans tous les domaines de la société. Le problème, c'est que les personnes qu'on a en face de nous ici prennent des cas pour en faire une généralité, prennent des cas pour les monter en épingle, se félicitent des unes islamophobes, du Point, de Valeurs Actuelles, etc., qui montent en épingle des cas pour en faire des cas généraux. Le problème, il est là. L'épisode du Burkini auquel on a assisté à Grenoble... On y viendra tout à l'heure, Burkini, si vous voulez bien. Je vous ai donné des cas concrets de clubs de sport. Alors peut-être vous voulez répondre, David Guiraud, sur ces clubs de sport qui sont obligés d'adapter un peu leurs pratiques en fonction des religions. Oui ou non? C'est une réalité ou pas? Quand un joueur de foot fait un signe de croix avant d'entrer sur le gazon, ça dérange beaucoup de monde? Ça vous dérange? Personne, non? Bon bah alors. Non mais je veux dire, il y a un moment... Créer des créneaux pour des femmes voilées, c'est un peu différent. À genoux pour faire la prière et un signe de croix, vous trouvez que c'est pareil? Bah non, mais les gens... C'est hallucinant. Vous ne savez même pas si ces gens se sont assis à genoux. Mais la vérité, c'est que parfois, il y a des pratiques qui sont nouvelles, ça dérange, on s'adapte. Même, je vais vous dire, les pratiquants discutent. Je veux dire, vous voyez, dans le sport, c'est pas forcément l'État qui s'adapte. Parfois, ce sont les pratiquants qui s'adaptent, c'est-à-dire ceux qui font le ramadan, qui font des coupures pendant le ramadan et qui, du coup, ne respectent pas forcément toute la période de jeûne pour s'adapter au sport. Donc on s'adapte et on laisse... on avance et on fait rien. C'est votre point de vue, je vais dire. Pourquoi ça met en danger la République, tout ça? Il faudrait pouvoir répondre. Un instant, s'il vous plaît. Alors pour prendre un autre exemple qui n'est pas dans les rapports, que je connais très bien, c'est celui de l'Office français donc du fait religion en entreprise. On est passé entre 2014 et aujourd'hui de 2,5% de cas bloquants à 9,5% de cas bloquants. Dans 81% de ces cas, aujourd'hui, on avance
donc l'argument de la discrimination ou du racisme pour s'opposer à l'entreprise et à son fonctionnement. Donc on voit très bien qu'il y a une montée qui est clairement identifiée dans ces rapports, avec une visibilité des signes religieux qui n'a cessé de monter de 14 à 29,5% dans la même période dans l'entreprise. Donc arrêtons de se dénier. S'il est évident que la RATP est très en difficulté pour recueillir un certain nombre de faits et effectivement pouvoir les traiter juridiquement, puisqu'il y a toujours le risque de mise en accusation pour discrimination. On connaît ce discours. Nous sommes dans une société où on voit parfaitement monter ce phénomène. Je prends un exemple dans un service public que je connais bien, service public, où on fait un accueil. Dans l'équipe, un certain nombre de personnes se mettent à commencer à vouloir faire leurs 5 prières par jour. Ils utilisent le vestiaire pour ça pendant lequel les autres ne peuvent pas accéder. Et puis ensuite, à un moment donné, dans la cuisine collective, ils demandent à leurs collègues d'arrêter de manger du porc devant eux. Voilà à quoi on arrive. On affirme sa religion par-dessus. C'est la réalité, c'est un cas identifié par des syndicalistes. Par des syndicalistes. Alors, si vous voulez, il faut être un petit peu sérieux. On est sur des vrais phénomènes. Il y a, dans le rapport qui a été donné, il y a ce cas, donc qui est pris sur tout simplement donc le cas de surveillants de prison qui sont censés donc intervenir auprès donc de mineurs incarcérés et dont on découvre tout d'un coup que ces personnes sont fichées précisément et suivies pour des questions de radicalisation. Donc on voit qu'on est en plein désordre. On ne peut pas non plus oublier que nous avons eu des morts dans ce pays. Il y a eu des attentats. Alors on va avancer. Quand on parle de radicalisation, on parle de radicalisation. Je vais vous laisser la parole. Je voudrais juste une seconde. Déboucher sur la violence. Savoir si le gouvernement prend les choses en charge comme il devrait le faire. Je vous interroge. Non, Jean-Michel Blanquer a été interrogé sur ce rapport ce matin. Vous allez retrouver la parole dans un instant. Et sur la montée des communautarismes à l'école, qui est encore un autre exemple. Le ministre de l'Éducation assure que tout est fait pour lutter contre le phénomène. On l'écoute et je vous fais réagir après. À l'école. Nous donnons les outils pour lutter contre cela. Quand nous faisons l'instruction obligatoire à 3 ans par la loi pour l'école de la confiance, on a parlé de beaucoup de choses très secondaires autour de cette loi. Ce point-là, il est fondamental. Nous nous sommes mis en situation de faire que tout enfant de France soit un élève de la République à partir de l'âge de 3 ans. Et ça concerne notamment les petites filles. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez aussi d'autres mesures. Lorsque nous avons voté la loi dite Gatel l'année dernière, ceci m'a permis d'interdire l'ouverture d'écoles qui étaient caractérisées par le fondamentalisme islamiste. J'ai désormais des outils juridiques pour fermer des écoles qui ont ces caractéristiques. Ça n'est pas facile. Et c'est un travail qui est difficile. Alors, sortons un peu du constat, qui est différent, évidemment, on l'a compris selon vous tous. Jacqueline Eustache-Brineux, est-ce que ce gouvernement prend en main la situation comme il le faut? Pas du tout. D'abord, la loi Gatel, je voudrais juste rappeler à monsieur le ministre Blanquer, c'est une loi du Sénat. Madame Gatel, c'est une sénatrice. Donc, c'est le Sénat qui a posé cette loi. Françoise Gatel. Et puis, Françoise Gatel. Et puis, monsieur Blanquer, je pense qu'il est un peu coincé par la position du président de la République sur ces sujets, parce qu'il n'en parle pas. Comme ça, quand on n'en parle pas, on est tranquille. Moi, j'ai assisté à tous les débats sur la loi sur la confiance. J'ai porté un amendement et qui a été voté au Sénat sur l'accompagnement scolaire et les accompagnatrices. Qui a été justement retoqué par l'Assemblée, d'ailleurs. Oui, mais parce que le problème... C'est une très bonne chose. Alors, dites de quoi on parle exactement. Je finis. Ce ministre, en fait, il dit le temps scolaire, c'est un temps scolaire, avec effectivement, je recommande qu'on respecte la laïcité, effectivement, je recommande que les mamans ne soient pas voilées parce que je le recommande dans l'école de la République, sauf que quand on veut mettre du cadre, il ne le fait pas. Je prends les paroles. Non mais je finis, monsieur, j'ai pas terminé. Et ensuite, donc juste après, il retoque évidemment. Ça, j'appelle ça du manque de courage. En fait, il y a aucune lisibilité du gouvernement. Madame Schiappa, elle dit la même chose. Elle dit, moi, personnellement, le burkini, ce qui s'est passé à Grenoble, c'est provocateur, mais on devrait faire des créneaux de piscine pour ces femmes-là. Eh bien non. Soit c'est le burkini, soit c'est la piscine. On choisit. On n'impose pas ces choix minoritaires. Non, ni l'un ni l'autre. Je suis désolée. Je suis désolée. Les règles communes, si nous n'avons pas de règles communes dans ce pays, si nous n'avons pas, elles choisissent, elles n'imposent pas leurs choix personnels aux autres. Les choix personnels, on les impose pas. Allez, David Guiraud et les choix Mathilde personnels, on n'impose pas aux majorités. Voilà. C'est pas un mépris, ce sont des choix qu'elles font, qu'elles les assument. Elles assument les choix. David Guiraud. Ça n'a rien à voir avec du mépris. Ça n'a rien à voir. Elles assument les choix. S'il vous plaît, sinon on n'arrive pas à avancer. David Guiraud. Madame, vous ne portez pas de burkini aujourd'hui. Je pense que personne ne vous a jamais forcé par ailleurs à porter de burkini. Moi, je suis une famille de France républicaine. Voilà. Donc le problème est réglé de ce point de vue-là. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Le problème dans les services publics, c'est que, notamment les pouvoirs publics,
saccage les services publics. Ça donne des résultats tout à fait concrets. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bureau de poste ou quand vous êtes à la SNCF ou à la RATP, vous avez un manque d'encadrement général. C'est-à-dire que, par exemple, à un bureau de poste, vous vous retrouvez dans une situation où il y a un responsable qui part à 16h et de toute façon, tout le monde s'en fout parce que le but, c'est de faire fermer le bureau de poste et que tout le monde n'en peut plus à la fin et que du coup, les employés font ce qu'ils veulent, d'accord ? C'est-à-dire que c'est pas une question de faire sa prière ou pas faire sa prière. Les employés font ce qu'ils veulent, ils sont complètement laissés à l'abandon. Donc vous avez dedans... C'est quoi le lien ? Je suis en train de vous en donner un si vous souffrez que je parle pour une fois. Donc vous avez des gens qui développent des comportements de manière... Restez courtois et sympathique, s'il vous plaît. Il y a des gens qui développent des comportements de manière autonome. Mais ce n'est pas un problème musulman. C'est un problème que les gens n'ont pas d'encadrement et qu'il n'y a personne pour en parler. C'est tout. Le problème s'arrête ici dans les services publics. J'aimerais bien que les gens qui s'alarment d'une montée soi-disant de l'islamisme dans les services publics, dont le rapport lui-même démontre que c'est faux, à part si madame, vous me dites le contraire. Si vous me dites que les chiffres sont mauvais, c'est qu'ils sont mauvais. Mais enfin bon, moi je me tiens quand même à l'expertise. On parle d'une radicalisation dangereuse, pas tout à fait du communautarisme. Le communautarisme. Donc c'est donc un autre problème, c'est ça ? Il n'y a pas de radicalisation dangereuse dans les services publics, est-ce qu'on peut se le dire ? Voilà. Donc il n'y a pas de problème de radicalisation, notamment de l'islam, dans les services publics. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on va très bien défini, simplement c'est minoritaire, heureusement, puisque c'est l'effet d'un communautariste qui lui a gagné du terrain, dont découle cette intolérance qui est une intolérance religieuse. Le rapport vous dit, le Burkini, c'est de l'intolérance religieuse. N'inversons pas les rapports. Le Burkini, c'est la réalité. C'est de l'apartheid sexuel. C'est de l'apartheid sexuel. Alors, Majid Messaoudel. J'aimerais finir juste il y a des règlements intérieurs officiels, il faut les respecter. Tout le monde doit les respecter. Majid Messaoudel, s'il vous plaît. Non, sinon, mais vous êtes trop long. Majid Messaoudel, essayez d'être concis. Je finis rapidement sur ça. Le rapport indique des chiffres. Ces chiffres disent qu'il n'y a pas de progression. Vous m'entendez ? Qu'il n'y a pas sur la radicalisation dangereuse. Ils sont en train de faire une nuance en vous expliquant que le communautarisme peut y mener. Majid Messaoudel. Moi, je vais reprendre Madame la sénatrice. Je ne suis pas parlementaire, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil d'État a bien qualifié ces mamans. Elles ne sont pas membres du service public. Elles ne sont pas donc assujetties à la neutralité. Ce n'était qu'un avis et non pas... Majid Messaoudel, s'il vous plaît, on ne va pas y arriver. C'est un avis. Pas un arrêt, c'est un avis. Donc le Conseil d'État est quand même bien placé. Les mamans qui accompagnent leurs enfants ne sont pas assujetties à la neutralité et c'est tant mieux. Donc elles ont le droit de porter un voile et d'accompagner leurs enfants. Sachez que je n'ai pas dit mon dernier mot sur le sujet. Quel type de femme êtes-vous, madame, pour empêcher des mamans d'accompagner leurs enfants à l'école sous prétexte qu'elles ont un voile ? Qui êtes-vous pour dire ça ? Par exemple des mamans qui voudraient pouvoir... Non mais je prends un exemple très concret. Je prends un exemple concret. Je vais vous prendre un exemple vécu. C'est moi qui parle, monsieur. Permettez. Attendez, on va laisser finir, s'il vous plaît. Vous direz après. Vous qui parlez des femmes en burkini comme des femmes soumises ou des femmes pas libres. À combien de femmes en burkini avez-vous parlé ? À combien ? À combien de femmes voilées ? C'est l'intolérance religieuse. Non mais à combien de femmes voilées avez-vous parlé ? Non mais si vous... À zéro, voilà. À zéro. Vous en parlez de votre fauteuil. C'est terrible. Je suis enseignant à l'université. Tous les jours. J'interviens dans le cadre du diplôme d'accès aux études universitaires. Allez, Guilain Chevrier, s'il vous plaît. Alors monsieur, vous ne connaissez absolument pas qui donc je connais Vitaneuse. Eh ben moi je suis. Alors, je ne sais pas, mais laissez-moi parler. Parce que je n'ai pas présenté Guilain Chevrier, vice-président du comité Laïcité République, ancien membre de la mission Laïcité. Laissez-moi vous présenter, parce qu'effectivement, vous n'avez pas été présenté, vice-président du comité Laïcité République, et vous êtes par ailleurs formateur en travail social et enseignant à l'université. Guilain Chevrier, c'est voilà, j'interviens à l'université, donc à Villetaneuse, dans le cadre du diplôme d'accès aux études universitaires, pour amener des jeunes qui n'ont pas réussi à avoir le bac à l'avoir pour faire des études universitaires. Et parmi mes étudiants, bien évidemment, vous imaginez la diversité qu'il y a autour et que j'accompagne avec beaucoup de ferveur puisque ces jeunes ont besoin d'être soutenus. C'est un autre problème. Là, ce qu'on essaie, c'est de glisser l'idée que je serais discriminant. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, j'ai une opinion, effectivement, et je la défends sur la laïcité puisque c'est bien le sujet. Maintenant, concernant un exemple très précis. Un directeur d'école me confiait qu'une maman donc voilée était venue le voir et lui disant qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'accompagner ses enfants en sortie scolaire puisqu'il n'y avait pas de loi et que si elle retirait son voile, eh bien il y avait le regard du quartier, c'est un fait, c'est un directeur, je pourrais même vous donner son nom. Donc attention, nous avons une pression communautariste. Il n'y a pas de regard du quartier pour vous ? Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Nous avons des ghettos religieux, c'est une réalité. C'est malheureux, c'est un problème. Ces gens-là, moi je vis avec. Mais vous déniez tout. Vous déniez tout. Et donc ces cas-là. Alors attendez, vous nous dites qu'il n'y a pas de regard. Non, attendez s'il vous plaît, c'est moi le chef d'orchestre. Vous nous dites qu'il n'y a pas. Vous nous dites qu'il n'y a pas de regard du quartier. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Sauf qu'à écouter ces gens-là, on a l'impression que toutes les femmes qui portent le voile dans les quartiers le font de manière forcée parce qu'elles ont peur. Arrêtez 2 minutes et considérez-les comme des sujets et pas des objets. Jacqueline Eustache-Brinio, allez-y. Le problème, si vous voulez, et ensuite David Guiraud. Le problème, si vous voulez, c'est que les discours qu'on entend là,
de monsieur en particulier. C'est le terrain, non. madame. Mais vous oubliez, vous savez pas qui je suis. Ma mère, elle vit dans une, elle vit dans une cité classée zone urbaine sensible. Donc, si vous voulez, vous ne ferez aucune leçon. Vous ne ferez aucune leçon sur ce qu'est un quartier, que c'est un quartier. Moi, je suis pas maire aujourd'hui. Je suis sénatrice. Vous avez bien soutenu votre mère. Donc, bien sûr, je soutiens le maire. Parce que dans ma vie, moi, dans ma vie, j'ai lutté pour qu'un. Vous êtes islamophobe en fait, c'est bien ça. Voilà, je l'attendais et je suis ravie. Je vous demande. Alors, on va la laisser répondre parce que c'est une accusation grave. On va la laisser une question, vous êtes islamophobe. On va la laisser répondre. S'il vous plaît, nous la laissons parler. Merci. Monsieur, il représente la caricature de l'islamiste de banlieue. Parce que monsieur, dès lors que nous sommes opposés à ce qu'ils disent, nous sommes stigmatisants, islamophobes, et on n'y comprend rien. Eh bien moi je suis désolée, je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas dans la caricature de l'autre, et je ne suis pas dans l'intimidation. Moi j'ai encore sur le dos des procès des gens comme lui qui me mettent au tribunal en disant que je fais de la stigmatisation. Ils ont toujours paumé parce que j'oublie pas d'où je viens. Mais c'est avec des discours comme ce monsieur donne que la France va dans le mur, qu'il fait montrer le Front National, parce qu'on est tellement peu dans l'objectivité de ce qui se passe dans notre pays que nous irons droit vers une république qui va se casser et se partager. Donc, à force d'avoir des discours comme ce monsieur a, David Guiraud. Donc, après, c'est son choix. Il veut avoir ce choix politique. Moi, je me combattrai toujours pour celles et ceux qui portent ces discours-là, pour une seule raison, c'est que ce pays doit vivre dans l'unité, avec des codes communs. Et tant que nous n'aurons pas des codes communs sur lesquels nous appuierons, nous ne pourrons rien régler. Et ces discours qui sont dans le déni permanent amènent la France dans le mur. David Guiraud, il nous reste très peu de temps. Allez-y. Il y a quelque chose qui m'attriste dans cette discussion, c'est qu'on passe totalement à côté des enjeux de notre pays. C'est-à-dire qu'on a parlé là pendant... je ne sais pas, 20 minutes du Burkini, d'accord, qui est une traduction. Et je vous dis juste une chose, ce qui détruit les services publics dans le pays, c'est les unes du Point. Pas du tout. Ça, vous l'avez dit en début d'émission. Ça, vous l'avez dit en début d'émission. Ce qui détruit les services publics. On dit la réalité, on est madame, je viens de commencer à parler, vous me coupez. Allez-y, David Guiraud. Ce qui détruit les services publics dans le pays, d'accord, ce ne sont pas les musulmans radicalisés, le rapport lui-même. David Guiraud, s'il vous plaît. Le rapport lui-même le dit, ce sont des politiques d'austérité qui font que les services publics disparaissent et que les quartiers, on parque d'ailleurs, parce que vous savez, les femmes et les hommes musulmans... C'est pas le débat du jour, on vous a invité pour parler des services publics face à la radicalisation. Moi, je pense que c'est la radicalisation libérale qui les détruit, les services publics. D'accord, mais c'est un autre débat, c'est pas celui-ci. Je vous dis juste une chose simple. Quand vous avez des galères d'accès au logement, quand vous avez des galères d'accès au travail parce que vous êtes musulman, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous parlez de communautarisme, mais les musulmans ne choisissent pas de vivre parqués dans des cités dégueulasses, madame. Pardon. Qui les a construites, ces cités? Qui a favorisé qui a favorisé le fait que les mêmes gens vivent dans les mêmes lieux? Comment on appelait la ceinture rouge dans les années 60? Qui a construit ça, monsieur? On en paye aujourd'hui les conséquences. Il y avait des gens qui étaient à la rue dans des bidonvilles à l'époque. Vous savez, moi j'ai fait partie de cette génération qui a été relogée. Vous devez être plutôt content. Mais l'immigration en France a été accueillie à bras ouverts par le Parti communiste, heureusement d'ailleurs. C'était une très bonne chose. Simplement, on ne pouvait pas imaginer que ces lieux allaient se transformer en ghetto parce qu'il y a eu la crise et qui a appauvri ces quartiers. Et du coup, de plus en plus, effectivement, et il est vrai que dans les milieux populaires, on a une partie de ces populations qui sont d'origine immigrée et souvent avec peu de moyens et donc qui se retrouvent trop facilement aussi dans ces lieux. On n'a pas assez pensé mixité sociale. Après ces phénomènes, mais indéniablement, il ne faut pas oublier que la France a accueilli ces personnes, pas pour en faire des ghettos. C'est pas que vous êtes coupé. On n'arrête pas de me couper. J'ouvre à peine la. Alors, allez-y, finissez. Et Majid Messaoudel. Je vous dis, on a trouvé un point d'accord, monsieur, pardon, mais j'en suis plutôt content. Vous venez notamment d'une université dans laquelle les personnes qui, justement, il y a une sélection à l'université, il y a énormément de mesures qui sont prises en ce moment, qui parquent les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires, dans des universités à Villetaneuse, qui trouvent assez peu de débouchés ensuite professionnels. Ne dites pas ça, Villetaneuse, qui est une université formidable. C'est une université formidable. C'est pas un ghetto. C'est pas un ghetto, Villetaneuse. Ne dites pas ça. Non, mais quand même. La marginalité des cas dans ce rapport. Je vais faire juste un lien avec l'état d'urgence, avec le bilan de l'état d'urgence. 4469 perquisitions. 23 enquêtes ouvertes, 0 pour terrorisme. Donc, et tout ça, c'est des vies brisées. C'est des gens. Le rapport, c'est qu'aujourd'hui,
en prenant des cas minoritaires, vous voulez donner l'impression que les services publics sont en danger. C'est pas vrai. Les services publics ne sont pas en danger. Ils ne sont pas en danger. Il n'y a pas de danger islamiste dans les services publics. Alors, David Guiraud, vous avez le sentiment d'avoir été coupé, il vous reste 20 secondes. Vous aurez le mot de la fin. Allez. Attendez, nous, on n'a pas de mot de la fin. Parce qu'on ne peut pas conclure. Écoutez, très peu finalement. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je me suis peu exprimé. Je pense honnêtement tout simplement que ce débat fait du mal aux gens. Vous voyez, il fait du mal aux gens. Il ouvre des blessures qui n'auraient pas à être ouvertes. Parce qu'en vérité, quand il y a des problèmes dans notre pays, on peut en discuter. Il n'y a pas de souci. Le rapport a fait ça. Personne n'a contesté le fait qu'il y ait un rapport. Mais la manière dont ces deux personnes en face de moi amènent le débat fait du mal aux gens et bloque tout débat. D'accord. Alors, bloque toute capacité à 5 s'entendre secondes, ensemble. Eh bien, écoutez, ceux qui prétendent vouloir défendre les couches populaires, il faut quand même qu'ils s'imaginent que si on pousse dans le sens du communautarisme, des séparations, en voulant reconnaître des droits au-dessus, donc au nom du fait religieux supérieur à notre droit commun, c'est diviser les forces sociales qui ont permis nos conquêtes sociales et qui permettraient de les défendre. On va s'arrêter là. Ce sont Je suis ces désolée. personnes qui défendent ce Bon, bah point de c'est vue dit. qui Le divise les message est forces passé. sociales. Merci à tous les quatre. Fin de ce débat. Demain, l'invité de Territoire d'Info, Laurent Saillet, porte-parole des Républicains. Bonne soirée. Restez au cœur du débat.